Alors, vous me posez la question sur l'anthropologie marxiste. Euh, ce que... Alors, deux thèmes du marxisme ont été importants pour moi. Un qui s'est développé de plus en plus, qui était de comprendre la domination d'un groupe de personnes par un autre. Et l'autre, une théorie générale qui essaye de comprendre l'histoire de l'humanité. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans les idées marxistes, alors peut-être qu'il faut commencer avec mes origines et mes convictions politiques qui étaient violemment anticoloniales. Et ma mère était communiste, et toi communiste d'une certaine manière, parce qu'elle avait été déportée, et pour elle, c'était seulement les communistes qui avaient vraiment résisté. Mais donc, j'étais émotionnellement et politiquement anticolonial. Vraiment, pour moi, la guerre d'Algérie était très importante, l'Inde était très importante, et je savais de quel côté j'étais dans ces conflits, donc ça me menait vers des idées marxistes. J'aimais beaucoup dans les travaux de Marx, une histoire générale de l'humanité, essayer de comprendre, quoique je ne l'ai pas suivi, et j'ai écrit un petit livre là-dessus qui dit d'une certaine manière tout ce qu'il dit est périmé, tout ce que dit Marx est périmé, mais l'effort de comprendre ce qui s'est passé dans l'humanité est quelque chose que je partage. Et aussi beaucoup une réflexion sur l'État. Et la troisième chose, j'ai oublié. Très rapidement, je me suis éloigné de ce qu'était le communisme. Pour moi, c'était tellement lié avec ce qui se passait en Union soviétique, qui était l'horreur absolue pour moi, que j'ai gardé une espèce de distance avec les idées marxistes. Mais une chose dans le marxisme qui m'a attiré, qui est cette idée que c'est dans la pratique que la vérité se trouve. Comme être humain, c'est dans notre pratique que la vérité qu'on peut atteindre se trouve. Et ça, c'est une idée centrale de Marx, je crois, qui se rejoint d'une manière assez intéressante avec l'idée d'observation participante. C'est seulement dans la vie, dans leur pratique, dans leur production, que nous pouvons être proches d'autrui. Pas dans des systèmes abstraits, philosophiques. Bon, alors, aussi, j'ai toujours voulu faire connaître aux Anglais, à un certain point aux Américains, ce qui se passait en France. Le structuralisme de Lévi-Strauss, que je comprends d'une manière assez différente de beaucoup d'autres gens, et les idées marxistes, j'ai beaucoup admiré les travaux d'Emmanuel Terray en Afrique. C'est lui je trouvais les questions qu'il posait étaient des questions que je me posais aussi. Il est aussi beaucoup intéressé à la relation de l'interpersonnel et de l'État. C'est une question qui m'intéresse de plus en plus. Bon, alors, où est-ce que c'est les autres choses que vous me demandiez?
C'était quoi? Je ne me rappelle plus maintenant. Un petit peu autour de votre travail sur l'anthropologie marxiste et la théorisation. Alors, dans l'anthropologie marxiste, j'étais beaucoup intéressé sur comprendre l'esclavage. Je crois que c'est absolument central pour les premières sociétés que j'étudie à Madagascar, ce que ça a fait. Et une perspective marxiste n'évitait pas ces questions. C'est vrai aussi dans le travail d'Emmanuel Terray, etc. Alors ça, c'est une des choses, c'est très important pour moi. Euh, et l'autre chose était une théorie générale de l'évolution de l'humanité. J'ai toujours voulu que, quoique j'étudie un petit coin du monde, un petit groupe d'humains à un moment particulier, j'essaye de comprendre les développements humains. Je me suis beaucoup intéressé à l'archéologie, parce que aussi à l'archéologie et l'anthropologie physique, aussi pour comprendre ce que nous sommes comme une espèce animale parmi d'autres, et comment nous sommes arrivés à ce que nous sommes. Et inévitablement, cette réflexion prend en compte des sociétés très différentes. Quoique mes valeurs sont du côté de la valeur de l'interpersonnel et du dégoût, si vous voulez, avec les structures étatiques et religieuses, d'une certaine manière, parce que pour moi, beaucoup des grandes religions sont pour moi des sous-produits de l'État. Là, voilà. Et donc peut-être par rapport aussi aux travaux de Pierre Clastres. Ce que je connais mal, mais je crois que j'ai des affinités avec ces idées. Pour moi, alors, l'État est un espèce de parasitisme. Alors c'est là où je suis proche de Pierre Clastres. Mais je crois que mon point de vue de l'État et des structures plus complexes n'est pas aussi négatif que lui. C'est que c'est ce que nous avons construit, ça nous a donné beaucoup de choses aussi. Mais finalement, l'État est un parasitisme sur l'interpersonnel. Je crois que je pense ça, c'est pas particulièrement anthropologique, mais la valeur est dans ce qui m'a donné la capacité de connaître des gens, d'être très proche d'eux, d'avancer avec eux dans la relation que j'avais avec eux, ce qui a été la base de mon travail de terrain. Alors c'est là où il y a une relation. Voilà. Alors sur le rituel, vous voulez parler de ça ou pas? Oui, absolument, oui. Sur le rituel. Alors, il y a... Je me suis beaucoup intéressé sur comprendre le rituel d'une manière... peut-être une hostilité au rituel, mais de comprendre comment le rituel combattait l'interpersonnel, si vous voulez. Pour moi, ça a été... Et alors, j'ai utilisé des théories de linguistique, parce que j'avais fait un peu de linguistique. Donc, je crois que c'est une caractéristique humaine de bloquer la communication. Des systèmes pour bloquer la communication, qui bloquent la communication.
Et beaucoup des théories que j'ai sur le rituel sont à propos de ça, à propos de comment le chant, les actions stéréotypées bloquent la capacité de réfléchir sur l'interpersonnel. C'est pour ça que je m'étais intéressé sur la psychologie, et surtout sur la psychologie cognitive, qui est vraiment une étude de l'interaction interpersonnelle. La théorie de l'esprit, c'est de comprendre profondément comment nous connaissons autrui. Si vous voulez, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et qui me paraît être une caractéristique humaine, que nous, pas que nous, mais que nous avons poussé plus loin que les autres primates, et qui donc ça m'a attiré vers la psychologie, surtout le développement cognitif. Ça m'a attiré. Les théories linguistiques, je les ai utilisées pour comprendre ce qu'est le rituel. Et voilà. Alors et alors beaucoup de travaux sur ça sont comment, si vous voulez, les systèmes sociaux des adultes accaparent les capacités interpersonnelles que nous développons au cours de notre développement cognitif. Comment, si vous voulez, comment alors comment, dans une société comme les sociétés sur lesquelles je travaille maintenant, qui sont plus ou moins en dehors de l'État, mais tout de même qui ont des structures d'autorité, comment les structures d'autorité reconfigurent les capacités que nous avons pour créer des systèmes sociaux complexes, des systèmes culturels complexes, en bloquant leur fluidité pour construire des structures qui durent dans le temps. Parce que une des caractéristiques humaines, c'est que nous imaginons des sociétés qui durent dans le temps, qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas une histoire d'évaluer les autres continuellement d'instant en instant. Que c'est le seul moyen de construire Alors les systèmes de parenté sont ça, les rituels sont ça, et alors pour venir aux morts, quand vous voulez vous intéresser, comment ce qui caractérise les sociétés humaines, c'est, si vous voulez, la négation des processus biologiques humains. Parce que les processus biologiques humains, qui sont d'ailleurs partagés avec les autres animaux, sont des processus de transformation continue. Nous naissons, nous avons des relations sexuelles qui mènent au fait que nous produisons des enfants. Ces enfants grandissent, se transforment et meurent. Tout ça, c'est un processus évident, mais il est tellement évident que pour construire des structures sociales, nous avons à nier cette transformation continue. Tandis que les chimpanzés, par exemple, ne la nient pas. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la mort non plus. Et la mort, d'ailleurs comme la naissance, mais surtout la mort, est un moment de combat créé par les sociétés humaines pour transcender la transformation continue du biologique.
du fait que... et aussi le transcender, si vous voulez, alors ça c'est par caractéristique humain, que nous sommes en relation continue, biologique. J'ai un des articles qui est réimprimé dans un des livres dont vous parlez, et de dire que la division entre différents individus est illusoire. C'est aussi une création, d'une certaine manière, que nous sommes, si vous voulez, le titre original est Going in and out of each other's bodies, de passant ce que nous faisons continuellement, ce que la biologie nous demande, et ce que notre esprit demande, parce que notre esprit est ouvert à la colonisation par autrui. Et alors, donc, la réalité de notre vie est un processus qui n'a rien de fixe. Tandis que les sociétés humaines essayent de créer des structures fixes, relativement fixes. Ils n'y réussissent jamais, mais ils essayent de créer des structures relativement fixes dans cette fluidité totale qui est notre nature biologique. Alors ça, c'est une idée absolument centrale. Et alors, la mort est particulièrement intéressante là-dessus, parce que la mort est un moment où vraiment il faut faire quelque chose, sinon la transformation biologique risque de tout foutre en l'air. Pour être simple, continuellement, le fait que les gens meurent, le fait que les gens naissent, qu'ils sortent du ventre des femmes, etc. Comment transformer ça en des structures stables? Toutes les sociétés humaines font ça. Et c'est ce que l'État, si vous voulez, le fait que nous avons des structures qui font ça, c'est ce que l'État utilise pour se créer. Et ça devient une espèce de système parasitaire à ces systèmes qui caractérisent les humains, que nous essayons de créer du permanent avec du fluide. Tout ce que je vous ai dit, ça ne peut pas être clair du tout, mais c'est sûrement pas clair. Mais si c'est clair. Maintenant, mais alors pourquoi m'intéresser à la mort? Voilà. Pourquoi mon intérêt au rituel? Parce que ça me paraît un des systèmes de conquête du biologique, si vous voulez, pour créer du stable. Et je vais donner un exemple plus clair. Dans le groupe que j'étudie maintenant, depuis très très longtemps, où je revais continuellement, il y a le mariage est un espèce de processus, comme dans beaucoup de sociétés. C'est pas un moment, mais c'est un processus. Qu'est-ce qui se passe? Les garçons et les filles se mettent ensemble, font l'amour, ou d'abord se jouent ensemble, font l'amour, etc. Et tout ça, il faut que ça soit complètement caché des adultes. Absolument, la règle absolue, c'est que les adultes, surtout les parents, ne connaissent pas cette activité des couples qui se forment. Mais à un certain point, un rituel a lieu qui est la prise de connaissance par les adultes de ce que les enfants sont en train de développer. Cette prise de connaissance s'appelle casser les yeux. Alors, je vous parlais de ce rituel qui s'appelle casser les yeux. Les yeux qui sont cassés sont les parents de la fille qui a été dans une relation qui s'est plus ou moins devenue stable entre
un garçon et une fille, sont très jeunes, donc on peut dire des garçons et des filles. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce rituel, tout se passe dans le noir. Ils se rencontrent dans le noir, ils s'amusent dans le noir, ils produisent des enfants de temps en temps, mais ces enfants, et d'une manière très intéressante, sont considérés comme les enfants des parents de la fille. Ce ne sont pas eux, ce couple qui s'est formé dans l'interaction, ne peut pas être reconnu comme formant des nouveaux enfants. Le rituel de casser les yeux, c'est que le couple apparaît et est forcé d'apparaître devant les anciens du village, et particulièrement les parents de la fille. Ils s'assoient à côté l'un de l'autre. Ils ont l'air assez cons. Ils sont honteux parce que les parents les voient ensemble. Donc, si vous voulez, ils voient leurs relations sexuelles aussi ensemble. Et donc, il y a une agression de la part ils les prennent en main, si vous voulez. Ils les prennent en main. Et après ça, les termes de parenté entre le nouveau couple et les parents s'établissent. Donc, ils sont pris en main non seulement par les parents de la fille, mais par tout un système social qui existe déjà. Et ils apparaissent dans la lumière du jour. Donc, l'importance de ce symbolisme de casser les yeux. Les parents ont les yeux cassés. À partir de ce moment, les enfants produits par le couple sont reconnus comme des enfants de ce couple, sont plus reconnus comme des enfants produits par les parents de la fille. Et le rituel finit par une bénédiction qui place ce couple dans un système de parenté qui est quasi éternel. Mais en tout cas, ils sont, si vous voulez, mariés après que les parents ont vu avec leurs yeux cassés la relation du couple. Alors pour moi, c'est très important ce moment, ce rituel. Il y en a d'autres où c'est exactement la même chose qui se passe. C'est que c'est un moment de récupération de la productivité de ce jeune couple pour un système qui est stable. Parce que le système dans lequel ils sont incorporés est un système de relations sociales, de génération, d'affinité, de mariage, tout ça. Et la bénédiction que donnent les parents, surtout les parents de la fille, à ce nouveau couple, est une bénédiction qui les lie avec les ancêtres, avec les autres personnes. Donc, cette espèce de conquête par un système déjà existant, stable, de la relation qui s'était formée dans le noir, tout à fait littéralement dans le noir, me paraît un exemple parfait de ce qui caractérise, si vous voulez, la différence entre la société des chimpanzés et la société humaine. Les couples se forment parmi les chimpanzés, etc. Mais il n'y a pas cette prise de contrôle, de contrôle d'une certaine manière, par la structure qui existe déjà et qui devient ce qui est normalement étudié par les anthropologues. Donc une structure qui dure dans le temps. C'est une structure qui nie la transformation. Le fait qu'ils ont vu, que les parents de la fille ont vu le couple et qu'ils l'ont béni, c'est-à-dire les mettre dans cette structure. Et pour moi,
la différence fondamentale entre la société des chimpanzés et la société des humains. Voilà. Et alors, si vous voulez qu'on peut parler de l'État, l'État, pour moi, l'État commence par une structure de gens qui tapent plus fort que les autres et qui donc peuvent dominer des sociétés comme celle dont je parle, mais s'établissent dans le temps, se représentent comme établis dans le temps et stables. Ça marche jamais, mais ils essayent de le faire en prenant, en accaparant ces moments, si vous voulez, de conquête de la transformation biologique par des structures qui sont antibiologiques parce qu'elles sont stables. Il n'y a rien dans le biologique qui est stable. C'est un système de transformation et aussi une conquête des relations interpersonnelles. Que nous avons cette capacité que nous avons, qu'on peut appeler théorie de l'esprit, si vous voulez, parce que ça, c'est un aspect de ça, que si vous voulez, d'abord, pour une société humaine, il faut qu'il y ait des structures qui paraissent stables. Les structures de parenté sont ça. Et que c'est une espèce d'otage, c'est pris en otage par des groupes dominants, parce qu'ils tapent plus fort, qui créent un État. Alors ça, c'est mon histoire qui commence, si vous voulez, avec les caresses entre les jeunes et qui finit par des structures de classe, d'État. Mais je vois un continu entre ces deux bouts, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité. Et c'est aussi assez marxiste comme idée. C'est des petits morceaux de Marx, ça flotte dans Marx, ou des idées un peu dans ce genre. C'est compréhensible ce que je dis. Mais pour moi, ça m'a mis très longtemps à vraiment de comprendre l'importance de ce rituel, qui n'est pas vraiment un très grand rituel, mais l'importance de casser les yeux. Ça me paraît... Et alors, un autre aspect, c'est que beaucoup de mes réflexions anthropologiques générales sont faites, si vous voulez, avec les gens que j'ai étudiés. C'est eux qui font le rituel de casser les yeux, mais j'essaye de traduire, et je crois qu'ils répètent, si vous voulez, l'histoire évolutive de l'humanité à ce moment-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je réinterprète dans mon langage et dans mes connaissances scientifiques ce qu'ils ont compris aussi, d'une certaine manière. Mais enfin, ils font pas des cours, ils écrivent pas des bouquins, donc ils l'ont écrit, ils l'ont compris d'une manière totalement différente. En tout cas, c'est ce qui les intéresse, c'est comment gérer la vie. C'est ça ouais, c'est ça ce qui les intéresse. Tandis que moi aussi, si gérer la vie, c'est important, mais écrire des bouquins et faire des cours aussi. Donc ça nous introduit peut-être au livre Death and the Regeneration of Life. Oui. Cette question de la mort. Ben voilà, ce livre, alors c'est pas moi qui ai écrit ce livre, hein, c'est un groupe de mes collègues et moi, mais moi parmi d'autres. Mais j'essaye de voir les différentes... Il est évident que la mort, le vieillir, mourir, pourrir, sont tous des phénomènes de cette transformation biologique continue, et que d'une certaine manière, il faut les nier pour créer une structure sociale. Il y a différentes manières de le faire, et ce livre est une étude des différentes manières dont
dont ces structures qui pour moi sont parasitaires sur l'interpersonnel créent des systèmes systèmes de parenté, les systèmes d'État, tout ça. Et alors, comme je vous dis, c'est un livre coopératif avec d'autres gens, et eux, ils poursuivent d'autres directions aussi dans ce livre. Je trouve que l'article par Olivia Harris dans ce livre est absolument magnifique, où elle montre, comme dans les sociétés andines, les différentes musiques jouent un peu le même genre de rôle que de casser les yeux. Et comment le passage de la division de l'année entre la Toussaint et je crois, c'est quoi l'autre rituel, l'autre moment? Mais il y a 6 mois de mort et 6 mois de vie dans cette imagination andine, mais en fin de compte, c'est les mêmes. Ça répond à les mêmes questions qui sont des questions absolument générales, pour moi. Peut-être un mot de l'œuvre de Hertz, est-ce qu'elle est... Hertz, il parlait de ce genre de choses un peu, mais voilà, mais pas tout à fait de la même manière que moi. Je crois que Hertz, j'essaie de me rappeler Hertz, mais je crois que Hertz aussi a cette question de comment la transformation évidente qui est de passage à la mort. Passage à la mort ne me paraît pas tellement important. On vieillit, on est à moitié mort, 3/4 mort, pourri, poussière. Comme ces structures sont des structures qui veulent fixer tout, elles fixent des barrières. Elle fixe elle fixe des barrières pour créer un système. Pour créer un système dans une soupe où tout est mélangé, il faut essayer de dire bon, ça c'est ça, ça c'est ça, on passe de ça à là. Mais je crois que cette question générale de comment on crée des moments dans ce processus est aussi une question clé dans la discussion sur la mort de Hertz. Voilà, là, je vous parle absolument de mes idées les plus fondamentales. Mais d'une certaine manière, on peut revenir sur ce dont ce que je vois qui caractérise mon travail, qui est d'une certaine manière de voir ce que font les gens à un endroit particulier comme une des manières de résoudre le problème que nous pose notre biologie. Parce qu'il n'y a pas de doute que nous avons créé des choses qui sont très, très spéciales. Il ne faut pas minimiser l'exceptionnalisme de l'homme. Ce serait idiot, de toute façon on n'aurait plus de boulot. Et alors c'est ça que j'aime beaucoup dans Lévi-Strauss, pour revenir à Lévi-Strauss, c'est que je crois que lui aussi essaye de ne pas minimiser la spécificité des cas, mais d'essayer de les penser comme des réponses à des questions fondamentales. Alors je me sens une affinité avec, si vous voulez, la démarche initiale de Lévi-Strauss.